Bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle capsule de Prof de sous-sol. Encore une fois, plus dans mon sous-sol, mais regardez la magie des écrans verts. Donc là, je suis dans mon sous-sol, là je suis chez nous, là je suis à l'extérieur, là je suis... Où est-ce que je suis? Aidez-moi, je suis pas capable d'arrêter. Plus sérieusement, aujourd'hui, c'est une capsule qui va se concentrer sur une approche pédagogique. Donc, je m'adresse un peu plus aux professeurs pour cette semaine, mais encore une fois, n'hésitez pas à envoyer, à partager cette capsule vidéo-là à vos professeurs, aux personnes en situation d'autorité dans vos classes. Pédagogie inversée. Est-ce que vous avez déjà entendu ce mot-là? À quoi ça fait référence? Tu l'as eu? Ce prof-là? Il fait quoi? Inversé. L'idée est assez simple et tient peut-être dans une ou deux phrases. Traditionnellement, la classe, la salle de cours va être cet endroit où le ou la professeur va donner la connaissance, va partager l'information. Donc, que ce soit par un cours magistral, un exposé, je vais donner des théories, je vais donner des dates, des connaissances, des principes de base. Rarement, je veux dire, il va y avoir des questions, mais souvent c'est à un sens. Je donne de l'info, des fois les étudiants lèvent les mains, posent des questions et souvent j'ai un court espace pratique à la fin du cours qui va se continuer à la maison. Parce que le deuxième côté de ça, c'est où la pratique se situe, à quel moment on va mettre en pratique ces connaissances-là, c'est à la maison, sous la forme de devoir ou d'activité. Eh bien, la classe inversée, on le dit, le mot, on va inverser ces deux pôles-là. C'est-à-dire que la maison va devenir ce lieu-là où on va approcher la théorie. On va prendre connaissance justement des principes de base, des connaissances. On va se familiariser avec ce que le professeur aurait dit en classe normalement. Et la classe va devenir ce lieu de pratique, va devenir cette place où on va mettre en marche, où on va tester nos connaissances. Le principal avantage de cette méthode-là, c'est maximiser l'importance du ou de la professeur. Je m'explique. Quand je suis devant la classe et que je donne un exposé, je fais un cours magistral, je donne de l'information, c'est excellent, c'est très très bien. Par contre, à quel moment le professeur est le plus utile, c'est quand il y a des questions. C'est quand j'ai une personne qui est à la maison, qui fait le test pratique, qui met en place ses connaissances, puis là, elle ne comprend pas, elle peut aller chercher par elle-même, elle peut écrire un milieu, elle peut prendre en note une question pour le ou la professeur le cours suivant, mais c'est là qu'il y a un trou. En inversant, en faisant en sorte que le côté pratique se passe en classe, on lève la main et la personne ressource, le professeur est là directement. Donc on passe d'un côté plus en soutien plutôt qu'en de donner l'information. Et c'est vraiment là maximiser les connaissances, maximiser l'importance du professeur. Donc à la base, c'est assez simple et je crois qu'à un moment ou à un autre, on a tous dans notre enseignement fait quelque chose qui ressemble à ça. Le principe de pédagogie inversée, c'est simplement de baliser et de maximiser ce temps-là avec le professeur. Donc c'est important de le dire. Vous pouvez faire un flip classroom, un pédagogie inversée pour la majorité de vos cours. Vous allez mettre en marche une méthode, un fonctionnement avec lequel vos étudiants vont s'habituer et après quelques semaines, là, tout va être facile. Vous pouvez aussi le faire à des moments clés dans votre session. Pas obligé de tout changer, c'est tellement stressant. Pourquoi ne pas faire des petits pas, 1, 2 ou 3 cours durant la session où on fonctionne sur ce principe-là? Le plus important, je vous dirais, la première chose, c'est de bien expliquer à vos étudiants pourquoi vous faites ça. Comment ça fonctionne, à quoi vous vous attendez. Quand je rentre en classe avec vous, je m'attends à ce que vous ayez fait les lectures, regardez les capsules vidéo, parce que on commence avec un pied d'égalité où tout le monde a vu ça. Expliquez pourquoi vous le faites. Les théories, les recherches montrent que la classe inversée, quand l'étudiant prend connaissance, par lui-même des informations, se questionne, fait de l'écriture réflexive, il va mieux apprendre. La rétention d'informations va être meilleure. Donc là, ça c'est le portrait général. Maintenant, moi j'ai utilisé cette méthode-là durant quelques années, avant, surtout pendant la pandémie et surtout après la pandémie.
Et je vous dirais qu'il y a des outils qui vont vraiment vous être utiles. Le premier, ça va être créer un contenu qui va être intéressant. C'est sûr que si vous donnez simplement, vous lisez la page 1 à 22 et on se revoit lundi prochain, il n'y a pas beaucoup d'attrait, il n'y a pas beaucoup, je dirais, d'avantage à l'étudiant de se dire « Ah ben oui, je vais faire l'effort, je vais faire ces lectures-là, je vais être prêt ». La première chose, ça va être créer un matériel qui va être engageant. Capsules vidéo, des courtes capsules vidéo. Faites attention, un exposé de 20 minutes sur PowerPoint, c'est pas la même chose qu'une bonne capsule vidéo, on pourra en reparler. Du balado, trouver justement, sans créer nécessairement le matériel, trouver du matériel qui est parfait, qui est bon pour notre cours, quitte à le morceler, en prendre une partie. Donc, avoir un matériel engageant. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est pas simplement dire « Ok, lisez ça », c'est d'ajouter une plus-value. Par exemple, pour ma part, j'utilisais beaucoup le principe d'écriture réflexive. Tout au long de la session, à chaque semaine, les étudiants regardaient des capsules vidéo, des textes que je leur proposais, mais devaient soumettre une réflexion par rapport à ce qu'ils venaient d'apprendre. Et là, c'est important, moi, ce que je faisais, je leur disais, écrivez un texte de 200 mots, quelque chose du genre, et je ne vais pas regarder les fautes, même si je suis professeur de français, je vais faire un effort. Je ne vais pas regarder non plus le côté, je dirais, vrai ou faux. Donc, si je demande une analyse de texte, qu'est-ce que tu comprends de ce texte-là? Pour moi, le plus important, c'est comprendre qu'est-ce que tu n'as pas compris. Je ne veux pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Je veux savoir qu'est-ce qui a du sens ou qu'est-ce qui n'a pas du sens. Je dis en analyse de texte, ça peut être en principe de physique aussi. Si je donne un bloc de physique sur tel principe, qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce qui a du sens pour vous? Mais qu'est-ce qui ne fonctionne pas? À quel moment votre connaissance bloque? Vous n'êtes pas capable de prendre en compte, de comprendre. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? En gros, c'est disséquer le cerveau, pas littéral, là, mais comprendre qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de vos étudiants avec le matériel. Quand vous mettez de l'écriture réflexive, d'une part, ça permet à un étudiant ou à une étudiante de faire le point sur ce qu'ils ont compris, de mettre en mots. Et souvent, on va avoir des déclics simplement dans ce passage-là. Des fois, on peut lire des textes, je comprends pas pourquoi ah non, finalement, ok, je comprends, c'est parce que ça va mettre en mots puis ça va aider les étudiants. La deuxième chose, le deuxième avantage, c'est qu'en tant que professeur, ça va vous donner un aperçu global de ce qui est compris et vous pouvez ajuster avant même le début du cours. Vous pouvez préparer vos interventions en fonction de ce portrait-là. Et le dernier avantage, c'est personnellement, pour être sûr que c'était fait, je mettais des points. C'était pas beaucoup, c'était quelque chose comme 0,75% par semaine. C'était plus participatif que qualitatif, mais à partir du moment que la réflexion était vraie, qu'elle était engagée, qu'elle était honnête, que ce soit vrai ou pas, je m'y intéressais pas. Je regardais qu'est-ce qui était mis. Fait qu'avec ces astuces-là, vous pouvez vous assurer que les étudiants s'engagent dans le matériel. La deuxième chose, évidemment, et là, ça répond un peu à une des craintes qu'on voit le plus souvent, c'est-à-dire j'ai peur que mes étudiants, mes étudiantes fassent pas les lectures, gardent pas les capsules, arrivent en classe et que je dois reprendre du début, que je dois réexpliquer, redonner un cours magistral, alors que justement, j'étais supposé gagner ce temps-là, l'éliminer puis faire autre chose. Mais je vous dirais que l'écriture réflexive, mettre des points pour les exercices, c'est une bonne méthode. La deuxième chose, donnez-vous le temps, donnez 1 ou 2 semaines pour bien expliquer, montrer l'importance du processus. Et après ça, s'il y a 2-3 étudiants, une partie des étudiants qui ne suivent pas le bateau, ils ont une responsabilité aussi de s'engager. Fait que je vous dirais, il ne faut pas trop se mettre des freins avec ça. Rapidement, tout se met en marche et ça devient très efficace. Puis le grand avantage, c'est qu'on va pouvoir faire des cours extrêmement pratiques, on va pouvoir se questionner plus longtemps, aller plus loin dans la matière. Et puis, ça ne veut pas dire que les exposés magistraux ou les questions-réponses vont disparaître des cours. Au contraire, ce qui va arriver, c'est qu'on va pouvoir commencer le cours tout de suite avec les questions. Vous allez pouvoir voir justement qu'est-ce qui n'a pas été compris, faire une petite mise à jour, prendre un 10 minutes, un 15 minutes pour, je fais un anglicisme, là, adresser les problèmes, c'est-à-dire communiquer qu'est-ce qui a été compris ou non. Moi, je mets toujours aussi une phase de questions anonymes à la fin de mes exercices pour que je puisse les montrer à tout le monde et voir un peu qu'est-ce qui se passe, puis demander aux étudiants de répondre aux questions des autres étudiants. Puis en cours de route, pendant la pratique, c'est sûr aussi qu'il y a des questions qui apparaissent. Donc, il ne faut pas croire que l'interaction question-réponse est plus là. Au contraire, on la déplace avec la pratique. Finalement, je vous dirais que c'est très important de comprendre que la pédagogie inversée, ce n'est pas l'enseignement par vidéo, ce n'est pas l'enseignement à distance, c'est pas un synonyme de déconnexion du professeur. Au contraire, s'il y a une chose que la pédagogie inversée cherche à faire, c'est multiplier les contacts avec le professeur ou la professeure et s'assurer qu'elle est disponible aux moments les plus importants. Donc voilà,
c'est la pédagogie inversée. J'espère que ça vous familiarise un peu avec le principe. Peut-être que vous saviez déjà sans avoir donné ce nom-là. Et surtout, n'hésitez pas à m'écrire ou à venir me voir si vous voulez aller un peu plus loin dans cet avenir. Bye bye!